Tu n'es pas mon fils biologique. Alors j'ai dû oublier de te mentionner dans le testament, annonça mon père pendant sa fête d'anniversaire. La salle éclata de rire sauf moi. Je m'approchai calmement. Je posai discrètement mon cadeau sur la table, une simple feuille de papier. Puis, je la déchirai en petits morceaux juste devant lui. Lorsqu'il réussit à la reconstituer, son visage devint pâle comme un fantôme. « Bonjour, je m'appelle Grégory Martin. J'ai 33 ans et je vis actuellement à Lyon. Je suis le fondateur d'une start-up technologique spécialisée dans le développement de logiciels visant à optimiser la consommation d'énergie dans les bâtiments intelligents. C'est une aventure dans laquelle j'ai investi ma sueur, mes larmes et tout mon cœur. Si vous me rencontriez aujourd'hui, vous verriez probablement un homme confiant à la tête d'une entreprise florissante, menant une vie dont beaucoup rêvent. Mais si vous me demandiez de parler de mon passé, je vous raconterais une histoire bien loin d'être facile. Une histoire qui commence sous le soleil chaud de l'enfance, mais qui plonge soudainement dans l'obscurité, là où j'ai appris que la famille n'est pas toujours un lieu sûr. Je suis pupille de la nation. Je n'ai aucun souvenir de mes parents biologiques. Je sais seulement qu'ils m'ont confié aux services sociaux de l'enfance dans la région de Marseille quand j'avais 3 ans. Un couple de classe moyenne, Robert et Elena Lambert, m'a adopté. Ils vivaient dans une charmante petite maison en Provence, avec une clôture blanche et un jardin rempli de marguerites. La première fois que je suis entré dans cette maison, j'étais trop jeune pour comprendre ce que signifiait « famille », mais je me suis senti accueilli. Elena, ma mère adoptive, avait un sourire doux comme la lumière du soleil au printemps. Elle me tenait dans ses bras, me chantait des berceuses et racontait des histoires de lapins dans la forêt. Robert, mon père adoptif, était un homme grand et sévère, mais il trouvait toujours du temps pour jouer au foot avec moi après son travail à la banque. Je les appelais papa et maman, et dans le cœur naïf d'un enfant, je croyais qu'ils m'aimaient comme s'ils m'avaient réellement mis au monde. Mes premières années ressemblaient à une peinture au ton pastel. Je me souviens des dimanches matins, quand maman s'asseyait à la table de la cuisine pour préparer des sablés au beurre qui embaumaient toute la maison, pendant que papa m'apprenait à bien fermer l'armoire. J'adorais courir dans le jardin où il avait construit une balançoire en bois de ses propres mains. « Grégory, tu vas voler comme un aigle », riait-il en me poussant sur la balançoire, pendant que maman nous faisait signe depuis la véranda. Dans ces moments-là, je sentais que j'avais tout ce dont un enfant pouvait rêver, de l'amour, de l'attention, et un sentiment d'appartenance. Je croyais être le garçon le plus heureux du monde. Mais tout a changé. Quand j'avais 6 ans, ma mère a donné naissance à des jumeaux, un garçon et une fille, Julien et Léa. Le jour de leur naissance, je me suis tenu devant la chambre de la maternité, tenant un ballon jaune que papa m'avait acheté. J'étais enthousiaste à l'idée de devenir grand frère, impatient de jouer avec eux, de leur apprendre à tirer dans un ballon ou à faire des gribouillages. Mais quand maman a ramené Julien et Léa à la maison, son regard n'était plus le même. Le sourire chaleureux qui m'était autrefois destiné se dirigeait désormais uniquement vers les 2 bébés dans leur berceau. Papa était pareil. Trop occupé à s'occuper des jumeaux, nos parties de football devinrent de plus en plus rares. Je commençais à me sentir comme une ombre dans cette maison que j'appelais autrefois mon refuge. Au début, je pensais que c'était juste de la fatigue. Après tout, ils avaient 2 bébés et devaient naturellement leur consacrer plus de temps. J'ai essayé d'aider en passant la serpillière, en pliant le linge ou même en chantant des berceuses quand maman était épuisée. Mais chaque fois que je tentais de me rapprocher, je recevais des regards glaciaux ou des paroles aussi tranchantes que des lames. Une fois, alors que j'essayais d'apprendre à Julien à tenir une cuillère, maman la m'arracha des mains. « Grégory, laisse ton frère tranquille. Tu n'as pas besoin de faire ça. » Sa voix était glaciale, comme si j'étais un étranger. Je restais là, les mains tremblantes, sans comprendre ce que j'avais fait de mal. Les années suivantes ont révélé l'injustice. Julien et Léa recevaient des vêtements neufs, des jouets neufs, tandis que je portais des habits de seconde main, aux épaules usées. Quand j'ai demandé à papa d'aller au cinéma avec mes amis, il m'a répondu sèchement. « Tu dois être raisonnable, Grégory. On n'a pas d'argent à gaspiller pour des futilités. » Mais la semaine suivante, je le vis emmener Julien et Léa dans un parc d'attractions. Je commençais à me demander si je faisais vraiment partie de cette famille. Le point de rupture arriva une nuit, j'avais alors 9 ans. Julien, qui avait 3 ans à l'époque, brisa le vase préféré de maman. J'ai essayé de l'en empêcher, mais maman entra, vit les morceaux au sol, et se tourna vers moi. « Grégory, qu'est-ce que tu fais à ton frère » hurla-t-elle, le visage rouge de colère. J'ai tenté d'expliquer,
mais elle m'interrompit. Tu n'es qu'un enfant adopté, Grégory. Ne pense pas que tu as le droit de les éduquer. Ces mots me transpercèrent le cœur comme une lame. Je restai figé, les larmes montant, mais je serrai les dents. Je courus dans ma chambre et j'enfermai la porte à clé. Cette nuit-là, je serrai mon oreiller contre moi, pleurant en silence, ressentant pour la première fois une solitude profonde. Je n'étais plus leur fils. J'étais juste un enfant placé dans cette maison. À partir de ce moment-là, je me suis refermé. Je parlais moins, je souriais moins, j'évitais les dîners en famille. J'ai trouvé du réconfort dans de vieux livres à la bibliothèque de l'école, où je pouvais m'évader vers d'autres mondes, des mondes où personne ne me rappelait mon statut. Mais malgré la douleur, au fond de mon cœur, je restais reconnaissant envers mes parents adoptifs. Ils m'avaient offert un toit, de la nourriture et des vêtements. Je me disais qu'un jour, je réussirais, que je les remercierais, et que peut-être, juste peut-être, ils me regarderaient à nouveau comme leur fils. Le reste de mon enfance fut une lutte pour préserver un minimum d'amour-propre. J'excellais à l'école, toujours parmi les premiers de ma classe, mais je ne recevais jamais un compliment de mes parents. Pendant ce temps, Julian et Léa n'avaient qu'à gribouiller un dessin pour recevoir des câlins et voir leur œuvre d'art accrochée au mur. Une fois, j'ai remporté la première place à un concours scientifique de l'école et j'ai rapporté un trophée à la maison pour leur montrer. Maman l'a regardé brièvement et a dit « Très bien, Grégory. Maintenant, va faire tes devoirs. » Mais quand Léa a gagné un petit jeu au parc, maman l'a prise dans ses bras, rayonnante. « Ma fille est tellement talentueuse. » Je suis resté là, tenant mon trophée, me sentant invisible. J'ai commencé à me demander si j'avais fait quelque chose de mal. Est-ce que je n'étais pas assez bien? Était-ce parce que je n'étais pas leur enfant biologique que leur amour avait des limites? Ou bien y avait-il une autre raison que j'ignorais? J'ai laissé la douleur et la solitude ronger mon âme fragile. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai compris une vérité douloureuse, le problème, ce n'était pas moi. C'est qu'ils avaient simplement choisi de ne pas m'aimer. Cette vérité m'a brisé, mais elle a aussi allumé un feu en moi. J'ai décidé que, même s'ils ne me voyaient pas comme leur fils, je mènerais une belle vie et je réussirais. Pas pour leur prouver quoi que ce soit, mais pour me le prouver à moi-même. Le jour où j'ai fait ma valise et quitté la maison en Provence, je n'ai pas pleuré. Je me suis juste dit, Grégory, c'est ta chance. Ne te retourne pas. Et je suis parti, portant les cicatrices de mon enfance, mais aussi une étincelle d'espoir qu'un jour, je trouverai enfin un endroit où je me sentirai chez moi. J'ai été accepté à l'université de Lyon avec une bourse partielle suffisante pour couvrir les frais de scolarité, mais pas le coût de la vie. Mes parents adoptifs ne m'ont pas donné un seul centime. Le jour de mon départ, papa s'est contenté d'hocher la tête et de dire « bonne chance ». Pendant ce temps, maman était occupée à cuisiner pour Julian et Léa. Je suis resté immobile au portail, les regardant une dernière fois, espérant un câlin ou un mot d'encouragement. Mais il n'y a rien eu. C'était comme si je n'avais jamais existé dans cette maison. Je me suis retourné, traînant ma vieille valise, et je suis monté dans un bus pour Lyon, où tout allait recommencer à zéro. Lyon, en 2010, était une ville dynamique, pleine d'opportunités, mais aussi impitoyable pour ceux qui n'avaient rien. J'ai loué une minuscule chambre dans un vieil immeuble du quartier de la Guillotière, où les murs étaient fissurés et la moisissure omniprésente. Mon lit était un vieux matelas posé à même le sol, et mon bureau, une caisse en bois ramassée dans la rue. Je ne pouvais pas me permettre d'acheter des livres neufs. Alors je les empruntais à la bibliothèque ou les demandais à des étudiants plus âgés. Mais je ne me plaignais pas. Je savais que je n'en avais pas le droit. Si je voulais changer mon destin, je devais travailler 2, 3 fois plus que les autres. Pour payer mes factures, j'acceptais n'importe quel travail. Le jour, j'assistais aux cours, le soir et les week-ends, je travaillais comme serveur dans un café près du campus. Les services se prolongeaient souvent après minuit. Mes pieds me faisaient mal, et l'odeur du café s'incrustait dans mes cheveux. Certains jours, des clients impatients me criaient dessus parce que j'avais apporté un café au lait au lieu d'un cappuccino. Je baissais la tête, m'excusais et continuais de servir, chaque pourboire représentait un repas pour le lendemain. Le week-end, je livrais aussi des pizzas, pédalant sous la chaleur accablante de l'été, ma chemise trempée de sueur. Je livrais dans de jolies maisons où des enfants riaient dans le jardin. En les voyant, je ne pouvais m'empêcher de penser à Julian et Léa, au jour où je rêvais d'être aimé de cette façon. Mais je chassais vite ces pensées. Le passé était hors de portée.
Mais l'avenir, lui, était entre mes mains. La vie universitaire n'était pas facile. J'étudiais le génie logiciel, un cursus exigeant concentration et créativité, mais j'étais constamment épuisé par la charge de travail. Certaines nuits, je restais assis devant un vieil ordinateur emprunté, essayant de terminer mes devoirs de programmation, les yeux brûlants de fatigue. Je me souviens qu'une fois, pendant un projet de groupe, je me suis évanoui sur le clavier. Je ne me suis réveillé que lorsqu'un ami m'a secoué. « Grégory, ça va ? On dirait que tu vas t'évanouir, me demanda-t-il, inquiet. Je lui ai simplement souri et répondu « Ça va, je suis juste un peu fatigué. » Mais la vérité, c'est que je n'allais pas bien. Chaque jour, je luttais pour ne pas être écrasé par les dettes, la faim et la solitude. Les prêts étudiants étaient mon fardeau le plus lourd. Malgré la bourse, j'avais dû emprunter encore de l'argent pour payer le loyer et la nourriture. Chaque mois, je vivais avec le strict minimum, mangeant souvent uniquement des nouilles instantanées ou des sandwichs au jambon et au beurre. Un jour, j'ai regardé dans mon portefeuille et j'y ai trouvé seulement 3 € alors que la facture d'électricité était déjà en retard. Je me suis assis dans ma chambre sombre et louée, me demandant si j'étais sur la mauvaise voie. Mais je me suis souvenu de mon enfance. De ces mots tranchants ? « Tu n'es qu'un enfant adopté. » Non. Je ne pouvais pas abandonner. Si je tombais, je leur donnerais raison. Je prouverais que je ne valais rien. J'ai essuyé mes larmes, je me suis relevé et j'ai continué à travailler. Malgré toutes les difficultés, je n'ai jamais demandé d'aide à mes parents adoptifs. J'avais leur numéro, mais je n'ai jamais appelé. Une partie de moi savait qu'ils ne se souciaient pas de moi. L'autre partie voulait réussir seule. Je me disais que, même si le monde me tournait le dos, j'irais de l'avant. Pas pour qu'ils le regrettent, mais pour ne pas avoir moi-même de regrets. Mais parfois, durant les longues nuits, allongé sur ce vieux matelas, je ne pouvais m'empêcher de penser à eux. Je me demandais ce que devenaient Julien et Léa, si mes parents parlaient encore de moi. Un jour, j'ai ressorti une vieille photo de famille prise quand j'avais environ 5 ans et j'étais entre papa et maman, souriant de bonheur. Regarder cette photo, c'était comme recevoir un coup de poignard en plein cœur. Mais je n'ai pas pleuré. J'ai replié la photo, je l'ai rangée dans un tiroir et je me suis dit « Grégory, tu n'as plus besoin d'eux. » Peu à peu, j'ai commencé à trouver de la lumière dans l'obscurité. À l'université, je me suis fait quelques bons amis qui ne connaissaient rien de mon passé, mais qui me traitaient comme un égal. L'un d'eux, Carlos, un étudiant espagnol jovial, partageait souvent sa nourriture avec moi quand il me voyait ne manger que du pain. « T'es maigre comme un clou, Grégory. Mange ce sandwich, disait-il en me forçant à prendre un casse-croûte chaud et refusant d'accepter un non. Des moments comme celui-là, si petit soit-il, me faisaient me sentir moins seul. J'ai aussi découvert une passion pour le génie logiciel. Les lignes de code sèche me donnaient une sensation de contrôle. Dans le monde de la programmation, personne ne se souciait de savoir si j'étais adopté ou orphelin. Si mon code fonctionnait, j'avais de la valeur. J'ai commencé à participer à des projets de groupe et à des concours de programmation, attirant peu à peu l'attention des professeurs. Un jour, Carlos et moi avons travaillé sur un projet d'optimisation énergétique pour les bâtiments intelligents, une idée encore novatrice à l'époque. Notre projet a remporté la 2e place dans un concours national, et pour la première fois, j'ai senti que je pouvais accomplir quelque chose de grand. Mais la vie était loin d'être parfaite. Pendant ma 3e année, j'ai reçu un appel d'un vieil ami de Provence. « Grégory, je viens de voir Julien et Léa au centre commercial avec tes parents. Ils avaient l'air si heureux. Tu devrais les appeler. Ça fait si longtemps. » Ces mots m'ont frappé comme une douche froide. J'ai souri à mon ami, mais dès que j'ai raccroché, je suis resté figé, comme si le monde s'était écroulé. Ils vivaient toujours bien. Ils étaient toujours heureux. Comme si je n'avais jamais existé. Je me suis demandé s'ils avaient déjà pensé à moi, ne serait-ce qu'une seule fois. Mais j'ai vite secoué la tête, je me suis levé et j'ai recommencé à coder. Je ne pouvais pas laisser le passé me tirer vers le bas. Jamais. La remise de diplôme fut une énorme victoire, mais elle apporta aussi une dure réalité. Je suis sorti major de promotion, avec mention, mais le marché de l'emploi était en crise à cause de la récession économique. J'ai envoyé des centaines de CV à des petites entreprises comme à de grandes sociétés, mais je n'ai reçu que des refus polis. Ma dette étudiante grandissait comme une ombre de plus en plus pesante, me forçant à déménager dans un logement encore plus modeste,
où les disputes des voisins résonnaient à travers les murs minces chaque nuit. J'ai continué à travailler comme serveur et livreur, mais l'argent suffisait à peine pour couvrir les dettes, encore moins pour envisager un avenir. Une fois, en livrant une pizza sous une pluie battante, j'ai glissé et la boîte est tombée par terre. Mon patron a retenu une partie de mon salaire, et le client m'a crié dessus. Je suis resté là, sous la pluie, trempé, regardant la pizza ruinée sur le trottoir. Je me suis demandé si tous ces efforts en valaient vraiment la peine. Mais je me suis souvenu de ce feu qui brûlait en moi depuis le jour où j'avais quitté cette maison. Je me suis relevé, je suis rentré dans ma petite chambre louée, et j'ai continué à essayer. L'opportunité s'est présentée un après-midi fatidique, quand j'ai lu un article sur l'expansion de l'industrie des technologies vertes à Lyon. Les startups dans le domaine de l'énergie renouvelable et des applications environnementales attiraient de gros investissements. Je me suis rappelé du projet d'optimisation énergétique que Carlos et moi avions réalisé à l'université et alors, une idée a germé. J'ai décidé de me lancer, même en sachant que le chemin serait semé d'embûches. Avec les quelques économies que j'avais, et le soutien de Carlos, j'ai commencé à monter une petite start-up, travaillant jour et nuit au développement d'un logiciel qui aiderait les bâtiments intelligents à économiser de l'énergie. Carlos et moi travaillions dans ma chambre minuscule, où notre bureau n'était qu'une planche posée sur une vieille caisse de vin. Mon ordinateur portable d'université fonctionnait à peine, plantant dès qu'on exécutait des algorithmes un peu lourds. Carlos a apporté un vieil ordinateur de bureau, mais il n'était guère mieux. Nous partagions des paquets de nouilles instantanées et du café bon marché, épuisés par le travail. Certaines nuits, je m'endormais sur le clavier, ne me réveillant qu'au lever du jour, lorsque la lumière passait à travers la fenêtre fissurée. Notre idée était de développer un logiciel utilisant l'intelligence artificielle pour optimiser la consommation d'énergie dans les bâtiments intelligents. Mais transformer cette idée en réalité nécessitait un investissement. Carlos et moi avons décidé de participer à un concours de start-up à Lyon, où les fondateurs présentaient leurs projets à des investisseurs. Le premier prix était de 50 000 €, assez pour acheter du matériel correct et louer un petit bureau. Nous avons passé 2 mois à nous préparer, travaillant 18 heures par jour pour perfectionner notre prototype et notre présentation. Je codais jusqu'à en avoir les doigts engourdis, tandis que Carlos s'occupait du design de l'interface et des études de marché. La veille du concours, je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu un gars maigre, avec des cernes profondes mais encore animé d'une détermination brûlante. « Mais tu vas y arriver, Grégory », me suis-je dit. « Mais tu dois y arriver. » Le jour du concours, j'étais dans un amphithéâtre bondé, devant des dizaines d'investisseurs et d'équipes concurrentes. Mes mains tremblaient en tenant le micro, mais j'ai pris une grande inspiration et j'ai commencé. J'ai expliqué notre idée, comment elle pouvait permettre aux bâtiments commerciaux d'économiser des millions d'euros et de réduire des tonnes d'émissions chaque année. J'ai partagé mon parcours, celui d'un enfant pupille de l'État, qui avait affronté des difficultés, mais qui n'avait jamais abandonné. Je ne savais pas si mon histoire avait touché quelqu'un. Mais à la fin, l'auditoire a éclaté en applaudissements. Carlos et moi nous sommes regardés, le cœur battant à tout rompre. Nous avons obtenu la 2e place, avec un prix de 25 000 €. Ce n'était pas une fortune, mais c'était suffisant pour me faire sentir que j'étais sur la bonne voie. Avec cet argent, nous avons loué un petit bureau dans un espace de coworking au centre de Lyon. Notre bureau se résumait à une table en bois, quelques vieilles chaises et un tableau blanc couvert de gribouillis. Mais pour moi, c'était tout. Pour la première fois, je sentais que j'avais un endroit où j'appartenais, un objectif clair à poursuivre. Nous avons fondé notre entreprise et l'avons appelée Syncrovert Solutions. Le nom venait de Carlos, inspiré par la synchronisation entre technologie et environnement. Je n'ai jamais été doué pour les noms, alors j'ai simplement ri et accepté. En 2018, une grande opportunité s'est présentée, nous avons été invités à une conférence sur les technologies vertes à Paris, un événement majeur rassemblant start-up et grands investisseurs. Carlos et moi avons eu du mal à payer les billets de train, mais nous avons serré la ceinture et investi l'argent, sachant que c'était peut-être notre dernière chance. Lors de la conférence, nous avons présenté notre projet à un groupe d'investisseurs d'un fonds de capital risque appelé Ecoventure. Ils ont été impressionnés par la façon dont notre logiciel utilisait l'IA pour prévoir et ajuster la consommation d'énergie en temps réel. Après la présentation, une femme aux cheveux argentés, Sophie Muller, directrice du fonds, nous a invités à dîner pour approfondir la discussion. Ce dîner fut la première fois où je me suis senti vraiment écouté. Sophie ne s'intéressait pas seulement aux produits. Elle m'a posé des questions sur mon histoire.
Je lui ai tout raconté, pas pour gagner sa sympathie, mais parce que je voulais qu'elle sache que je n'étais pas là uniquement pour l'argent. Je voulais créer quelque chose de significatif, quelque chose qui pouvait avoir un impact réel. Sophie a hoché la tête avec empathie dans le regard. À la fin du dîner, elle m'a dit « Grégory, je crois en vous. Pas seulement à cause du produit, mais parce que je vois que vous n'abandonnez jamais. » Une semaine plus tard, EcoVenture a accepté d'investir 1 million d'euros dans Syncrovert Solutions, en échange de 20% de l'entreprise. Cet argent a tout changé. Nous avons emménagé dans un vrai bureau. Nous avons embauché 3 ingénieurs et un spécialiste marketing. Et j'ai commencé à apprendre à diriger une entreprise de la gestion financière à la constitution d'une équipe. En 2020, Syncrovert Solutions a lancé son tout premier produit. Nous avons signé un contrat avec une chaîne d'hôtels à Lyon, réduisant leurs coûts énergétiques de 30% en seulement 3 mois. Le bouche-à-oreille a rapidement fait effet, et de nouveaux contrats ont afflué. Des immeubles de bureaux, des centres commerciaux, et même une université à Nice ont voulu notre logiciel. Le chiffre d'affaires s'est envolé. 2 ans après l'investissement, l'entreprise était valorisée à 10 millions d'euros. Moi, le même garçon qui livrait des pizzas sous la pluie, j'étais désormais PDG d'une start-up respectée dans le secteur des technologies vertes. Le magazine économique français Challenge m'a même mentionné dans un article sur les jeunes entrepreneurs les plus remarquables de moins de 30 ans. En lisant cela, j'ai souri avec ironie. Ils n'avaient aucune idée de ce que j'avais traversé pour en arriver là. Le succès m'a offert une vie que je n'aurais jamais osé rêver. J'ai quitté cette chambre humide et délabrée pour un petit appartement lumineux au centre de Lyon. J'ai acheté une voiture d'occasion fiable finie de pédaler en plein été. J'ai envoyé de l'argent à Carlos, pour qu'il puisse acheter une maison à sa mère, en Espagne, en remerciement pour m'avoir soutenu pendant les moments les plus durs. Mais même avec de l'argent, je n'ai jamais oublié d'où je venais. Je mangeais encore des nouilles instantanées quand j'étais débordé. Je portais toujours de vieux t-shirts au travail. Et je gardais cette photo de ma famille adoptive dans le tiroir non pas par nostalgie, mais pour me rappeler jusqu'où j'étais arrivé. Même si ma vie s'était transformée, un vide persistait en moi. Depuis que j'avais quitté la Provence, il y a 11 ans, je n'avais plus jamais eu de contact avec mes parents adoptifs, Robert et Hélène Lambert. Dans les moments de silence, il m'arrivait de me demander comment ils allaient. Malgré la douleur qu'ils m'avaient causée, je me sentais encore reconnaissant. Peut-être ne m'avaient-ils jamais aimé comme un fils biologique, mais je ne pouvais nier qu'ils m'avaient accueilli, qu'ils m'avaient offert un toit alors que je n'étais qu'un pupille de l'État. Je m'étais juré qu'un jour, je les remercierais. Non pas pour l'affection qu'ils ne m'avaient pas donnée, mais pour leur montrer que j'avais bien vécu, que je n'avais pas laissé le passé me définir. L'idée d'un geste de gratitude a commencé à germer. Je voulais faire quelque chose de grand, quelque chose qui, peut-être, leur ferait me voir autrement. J'ai alors pensé à une villa en bord de mer, le cadeau parfait pour les 65 ans de mon père. Une étape importante, digne d'être célébrée. En 2023, j'ai vendu une partie de mes actions lors d'un second tour de table, ce qui m'a permis d'obtenir une somme importante. Avec cet argent, j'ai commencé discrètement à chercher la villa idéale. Je l'ai finalement trouvée, une maison magnifique sur la Côte d'Azur, à quelques heures de Lyon. Elle se trouvait en bord de mer, avec de grandes baies vitrées donnant sur la Méditerranée, un jardin luxuriant et une terrasse spacieuse d'où l'on pouvait entendre le bruit des vagues. La villa coûtait 4 millions et une somme conséquente, mais je savais qu'elle en valait la peine. J'imaginais papa assis sur la terrasse, buvant son café face à la mer. J'imaginais maman plantant des fleurs dans le jardin, comme elle le faisait en Provence. Et peut-être, juste peut-être, ils m'inviteraient à dîner me regardant comme leur fils. Ce cadeau, je l'espérais, viendrait combler les années de silence. J'ai collaboré avec un notaire pour préparer les documents. L'acte de donation, transférant officiellement la propriété à Robert Lambert, a été signé et enregistré. J'ai gardé tout cela secret. Je n'en ai parlé à personne, pas même à Carlos. Je voulais que ce soit une surprise, un moment capable de tout changer. J'ai compté les jours jusqu'à l'anniversaire de mon père, le 4 janvier. Je savais que je ne serais pas invité à la fête, mais j'ai décidé d'y aller quand même, avec l'acte de propriété et un vœu sincère. Je n'attendais ni étreinte ni excuse. Je voulais seulement qu'il voie que j'étais devenu quelqu'un dont il pouvait être fier. Dans les jours qui ont précédé, je n'ai cessé de penser au passé. Certaines nuits, je sortais la vieille photo du tiroir, regardant ce petit garçon de 5 ans, souriant entre ses parents.
Je me demandais s'ils se souvenaient encore de cette époque quand ils me portaient dans leurs bras, me chantaient des berceuses. Je n'avais pas la réponse, mais j'ai choisi de croire qu'au fond d'eux, un peu d'affection subsistait. Ce cadeau, pensais-je, raviverait peut-être cette flamme. Le jour des 65 ans de mon père est enfin arrivé. J'ai pris la voiture depuis Lyon jusqu'en Provence, le cœur battant comme celui d'un enfant en attente de son cadeau de Noël. L'acte était soigneusement rangé dans une enveloppe blanche, posée sur le siège passager. Je portais un costume simple, je voulais avoir l'air présentable, pour la première fois depuis longtemps. Pendant le trajet, je répétais mentalement ma phrase d'introduction. Joyeux anniversaire, papa. Je t'ai apporté un cadeau spécial. J'imaginais sa surprise, le sourire de maman. Et peut-être, juste peut-être, ils me verraient enfin comme leur fils et non plus comme l'enfant adopté et oublié. Les 3 heures de route entre Lyon et la Provence m'ont laissé trop de temps pour réfléchir. Je me suis rappelé mon enfance dans cette maison. Les dimanches matins avec l'odeur des biscuits au beurre de maman. Papa qui me poussait sur la balançoire, en riant. Et Grégory, tu vas voler comme un aigle. Mais quand Julien et Léa sont nés, tout s'est écroulé. Je suis devenu une ombre, oubliée dans ma propre famille. Les mots de ma mère, quand j'avais 8 ans. Tu n'es qu'un enfant placé, résonnaient encore dans ma tête, tranchant comme des lames. Et pourtant, j'étais encore reconnaissant. Ils avaient accueilli un orphelin. Et je voulais les remercier avec ce cadeau, en espérant qu'il effacerait les années de distance. Je suis arrivé à l'ancienne maison en Provence en fin d'après-midi. La clôture blanche était toujours là. Le jardin de marguerite de maman était impeccablement entretenu. De la musique et des rires venaient de l'arrière de la maison, la fête battait son plein. J'ai pris une grande inspiration. Serrant l'enveloppe, je franchis le portail. Mon cœur battait à tout rompre, teinté de peur. Je n'étais pas invité. Personne ne savait que je viendrais. Mais je me suis dit, tu es arrivé jusqu'ici, Grégory. N'abandonne pas maintenant. Le jardin arrière était bondé. Plus de 50 invités, amis, parents et collègues de mes parents étaient réunis autour de tables couvertes de nappes blanches. Un petit groupe jouait des musiques entraînantes et une odeur de viande grillée flottait dans l'air. Je restais à l'écart, tentant de me fondre dans la foule. Mais dès que je fis un pas en avant, je sentis les regards se poser sur moi. Julien et Léa, aujourd'hui âgés de 27 ans, m'aperçurent presque instantanément, près du buffet. Julien, un grand, blond, portant une chemise hors de prix, esquissa un sourire méprisant en me voyant. Léa, avec ses longs cheveux attachés et vêtue d'une robe rouge éclatante, porta la main à sa bouche, les yeux pétillants de malice. « Regardez qui voilà !» cria Julien d'une voix forte, chaque mot dégoulinant de sarcasme, attirant l'attention de tous autour. « Grégory, ça fait un bail. Tu te souviens encore du chemin de la maison. »« Oh, chérie, dit Léa d'une voix aiguë, il porte un costume. Ne me dis pas qu'il est venu demander du travail à la banque de papa. » Ils éclatèrent de rire, comme si j'étais une farce vivante. Mon visage brûlait, mais je me forçais à rester droit, serrant fermement l'enveloppe dans mes mains. « Je suis venu souhaiter un joyeux anniversaire à papa, dis-je d'une voix ferme. Et j'ai un cadeau spécial pour lui. » Julien haussa un sourcil en s'approchant, son verre à la main. « Un cadeau spécial ? Sérieusement ? Voyons ça. Une cravate bon marché ? Un dessin fait maison ? » Se moqua-t-il en me dévisageant de la tête aux pieds. Léa, toujours derrière lui, ajouta. « Ah, attends, Grégory, papa a aussi un cadeau spécial pour toi aujourd'hui. Je parie que tu vas pleurer quand tu découvriras ce que c'est. » Ils échangèrent un regard complice, riant comme s'ils partageaient un secret auquel je n'avais pas droit. « Et quel cadeau ? » demandai-je, la voix chargée d'inquiétude et d'un mauvais pressentiment. Julien haussa les épaules avec un sourire suffisant. « Attends un peu. Papa va l'annoncer dans un instant. Fais-moi confiance, tu voudras voir ça avant de faire une bêtise. » Leurs paroles me firent hésiter. Un cadeau de papa, après 11 ans de silence ? Essayait-il de se racheter ? Je n'osais pas espérer, mais une part de moi, le petit garçon qui avait un jour rêvé d'être aimé par eux, voulait y croire. « Je vais attendre, murmurai-je, la voix basse mais résolue. Julien et Léa éclatèrent de rire, comme si j'avais dit quelque chose de ridicule. « Bonne décision, Grégory. Ne bouge pas d'ici, dit Léa. » Puis elle tira Julien vers leurs amis, me laissant seul au milieu de la foule.
Je regardais autour de moi, cherchant mes parents. Je les repérais près de la table principale. Papa portait un costume gris, et maman une élégante robe fleurie. En m'approchant, ils levèrent les yeux et je vis la stupeur sur leur visage. Papa se figea, sa coupe de vin suspendue en l'air. « Grégory » murmura-t-il, la voix choquée, comme s'il voyait un fantôme du passé. Maman porta la main à sa bouche, les yeux écarquillés, remplis d'une panique silencieuse. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle d'une voix tremblante, comme si ma présence était une gêne. Je souris, malgré le pincement au cœur. « Je suis venu souhaiter un joyeux anniversaire à papa, dis-je, tendant l'enveloppe. Et j'ai un cadeau spécial. » Papa regarda l'enveloppe, puis moi ses yeux mêlés surprise et malaise. Maman détourna le regard, évitant mon regard, les mains serrées devant elle. « Merci, Grégory. Plus tard. » « D'accord » dit papa d'une voix froide et impersonnelle. Puis il reprit la conversation avec l'homme à côté de lui. Je restai là, me sentant comme un étranger. Mais je ne partis pas. Je voulais offrir ce cadeau, montrer qui j'étais devenu. Et je voulais savoir quel était ce cadeau spécial que Julien et Léa avaient mentionné. La fête continuait, mais j'étais complètement ignoré. Personne ne m'offrit une chaise. Personne ne me demanda comment j'allais. Je restais près de la barrière, observant les gens manger et... Ils riaient comme si j'étais un fantôme invisible. Julien et Léa me lançaient des regards furtifs, chuchotaient et gloussaient. J'essayais de les ignorer, mais chaque sourire sarcastique était comme un petit coup de couteau. Je me disais d'être patient, que le moment où j'offrirais le cadeau changerait tout. J'imaginais mon père ouvrant l'enveloppe, lisant l'acte de donation et réalisant à quel point je m'étais efforcé de les honorer. Mais au fond de moi, une voix murmurait. « Grégory, tu en attends trop. » Puis le moment crucial arriva. Papa monta sur une petite estrade dans le jardin, tapotant son verre pour attirer l'attention. Le brouhaha cessa et tous les regards se tournèrent vers lui. « Merci à tous d'être ici aujourd'hui » commença-t-il, sa voix chaleureuse résonnant dans l'air. « Aujourd'hui n'est pas seulement mon 65e anniversaire. C'est aussi l'occasion de partager une décision importante. » Il sortit un document de sa poche et le brandit bien haut pour que tout le monde le voie. « Voici mon testament. Je veux que vous sachiez tous que mes biens, cette maison, mes comptes bancaires, tous seront partagés à parts égales entre Julien et Léa, mes chers enfants. » Mais il ne s'arrêta pas là. Ses paroles suivantes furent tranchantes et dirigées droit vers moi. « D'ailleurs, Grégory, mon fils adoptif, est ici aujourd'hui après plus d'une décennie d'absence. Il dit avoir un cadeau d'anniversaire pour moi, mais je crois qu'il cherche seulement à regagner ma sympathie. C'est dommage. Il est trop tard. Le testament est déjà signé. » Puis, me regardant directement, il ajouta. « Désolé, Grégory. Comme tu n'es qu'un fils adoptif, j'ai oublié d'inclure ton nom dans le testament. » Le jardin éclata en rires et en applaudissements. Julien et Léa s'enlacèrent, rayonnant de triomphe. Je restais figé, comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. C'était donc ça, le « cadeau spécial » dont il parlait ? Un testament m'effaçant publiquement de la famille, annoncé devant des dizaines de personnes ? Je regardais Julien, qui se tourna vers moi avec un sourire narquois. « Je te l'avais dit, Grégory. Papa avait un cadeau pour toi. » Léa ajouta d'une voix aiguë. « J'avais dit qu'il allait pleurer. Regardez sa tête. » Ils éclatèrent de rire, comme si ma douleur était la blague la plus drôle de la soirée. Certains invités me jetèrent des regards furtifs, un mélange de curiosité et de pitié. Mais personne ne dit un mot. Je tournai de nouveau les yeux vers mon père, espérant qu'il dirait que c'était une plaisanterie, une farce pour animer la fête. Mais non. Il descendit de l'estrade et reprit la fête comme si je n'existais pas. Maman resta là, silencieuse, les bras croisés, le regard perdu. Le visage sans expression. Mon cœur se brisa. Toutes ces années de travail acharné, de nuits blanches et d'espoir d'avoir une famille s'évanouir en un instant. J'étais, une fois de plus, ce garçon de 8 ans debout dans la cuisine, écoutant ma mère dire froidement. « Tu n'es qu'un enfant adopté. » Ces mots, après 25 ans, furent répétés cette fois par mon père adoptif. Les larmes montèrent, mais je refusais de pleurer. Je ne pouvais pas laisser Julien et Léa me voir m'effondrer. Je ne pouvais pas permettre à mes parents de croire qu'ils avaient gagné.
Serrant l'enveloppe entre mes doigts tremblants, je fis un pas en avant et me plaçai au centre du jardin, face à mon père. La foule se tut. Tous les regards étaient braqués sur moi. Je suis venu ici pour remercier, pas pour supplier, dis-je d'une voix tremblante mais claire, résonnant dans le silence. Je levai le document pour que tous puissent le voir. Ceci est le titre de propriété d'une villa sur la Côte d'Azur, estimée à 4 millions. Je l'ai acheté dans l'intention de vous l'offrir, comme une façon de vous remercier de m'avoir élevé. Un murmure parcourut l'assemblée. Mon père se figea. Ses yeux s'écarquillèrent, et sa main trembla légèrement. Ma mère porta la main à sa bouche, son visage pâlissant comme si elle venait de réaliser quelque chose d'horrible. Julien et Léa étaient figés, leurs sourires effacés. Je poursuivis maintenant d'une voix plus assurée. J'ai travaillé toute ma vie, non pas pour prouver quelque chose à qui que ce soit, mais pour me le prouver à moi-même. Je pensais que ce cadeau pourrait combler le fossé entre nous, que vous me verriez enfin comme un fils. Mais maintenant je comprends que, ce n'est pas nécessaire. Je regardai mon père dans les yeux. Puis, lentement, je commençai à déchirer le titre de propriété en morceaux. Les fragments du document tombèrent au sol comme les morceaux de mon cœur brisé. La foule retint son souffle. Julien et Léa étaient bouche bée, sans voix. Mon père fit un pas en avant, la bouche entr'ouverte, mais aucun son n'en sortit. Je tournai le dos et quittai le jardin sans me retourner. La musique reprit, mais l'ambiance de la fête avait changé. J'entendis des murmures derrière moi. C'est Grégory, l'enfant adopté. Comment ont-ils pu le traiter ainsi? Mais je ne m'en souciais plus. Je franchis le portail, montai dans la voiture et repris la route vers Lyon, laissant cette maison et les derniers vestiges de mon espoir d'avoir une famille derrière moi. Pendant le trajet, je ne pleurais pas. Je ressentis un étrange soulagement. Comme si je m'étais enfin libéré d'un fardeau que je portais depuis des décennies. Les jours suivant la fête, j'essayais de reprendre ma routine. La Syncroverte Solutions, mon entreprise de technologie verte, se portait à merveille. Nous venions de signer un contrat important avec une chaîne de centres commerciaux à Nice, et mon équipe désormais forte de plus de 60 personnes travaillait sans relâche pour améliorer notre logiciel d'optimisation énergétique. Je participais aux réunions, plaisantais avec les employés et donnais des interviews à la presse avec le calme d'un PDG accompli. Mais chaque soir, de retour dans mon appartement, c'était le silence qui m'attendait. L'ancienne photo de famille n'était plus là. Je l'avais jetée après la fête. Mais les souvenirs, eux, me hantaient encore. Je me demandais si j'avais bien fait de déchirer le titre et de partir. N'y avait-il pas une autre façon de mettre fin à cette histoire sans une nouvelle cicatrice? C'est alors que je compris, je devais guérir. Pas pour pardonner à mes parents adoptifs, Robert et Elena, ni à Julien et Léa. Mais pour me pardonner à moi-même. Pour pardonner à ce jeune Grégory qui avait un jour cru que l'amour d'une famille devait se mériter. Et qui croyait devoir se battre pour être aimé. J'ai cherché une thérapeute ou une femme plus âgée nommée Clara. Lors de notre première séance, je me suis assis dans un fauteuil, les mains fermement croisées, sans savoir par où commencer. Et dites simplement tout ce qui vous passe par la tête, dit Clara avec un sourire. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai parlé de mon enfance marquée par l'abandon, des années de difficultés et de cette fête d'anniversaire qui avait anéanti mes derniers espoirs. J'ai laissé les émotions réprimées pendant des années couler comme un torrent brisant un barrage. Lors de certaines séances, je pleurais. À d'autres, j'étais en colère, frappant le coussin du fauteuil. Mais à chaque rencontre, je me sentais un peu plus léger. Clara m'a aidé à comprendre que les blessures de l'enfance ne disparaissent pas simplement parce qu'on a atteint le succès ou la richesse. Tu as construit une vie dont tu peux être fier, Grégory, m'a-t-elle dit un jour. Mais tu dois t'autoriser à ressentir la douleur, au lieu de l'enterrer. J'ai commencé à tenir un journal, chose que je n'avais jamais faite auparavant. Chaque soir, je m'asseyais à mon bureau et j'écrivais mes pensées, mes souvenirs et mes rêves d'une vie libérée du passé. J'ai écrit sur mon père me poussant sur la balançoire. Sur ma mère disant froidement que je n'étais qu'un enfant adopté. Sur le moment où j'ai déchiré le titre de propriété devant tout le monde. Écrire m'a aidé à voir les choses plus clairement, non pas pour blâmer, mais pour comprendre. Je ne pouvais pas les changer. Mais je pouvais changer ma façon de me traiter moi-même. Un an s'était écoulé depuis cette fête d'anniversaire. Je n'avais pas repris contact avec mes parents adoptifs, ni eu de nouvelles de Julien ou Léa.
Ils étaient devenus une partie de mon passé comme un chapitre que j'avais refermé. Mais la vie a une façon bien à elle de nous surprendre. Par un froid jour de mars, j'ai été invité à donner une conférence sur l'énergie durable à Bordeaux, en tant qu'orateur principal. Syncrovert Solutions était désormais un leader dans les technologies vertes, et mon discours devait inspirer de jeunes entrepreneurs et des startups. Sur scène, devant plus de 500 personnes, j'ai partagé mon parcours d'enfant pupille de l'État à PDG d'une entreprise valorisée à plusieurs millions. Je n'ai pas mentionné mes parents adoptifs, mais j'ai parlé des blessures qui m'avaient façonné, et de la manière dont je les avais transformées en force. Lorsque j'ai terminé, le public s'est levé et m'a applaudi longuement. J'ai souri, en réalisant que j'étais allé très, très loin. Après le discours, je me suis mêlé à la foule. Dans la zone d'accueil, serrant les mains des investisseurs et discutant avec des étudiants, une femme âgée s'est soudain approchée. Ses cheveux gris étaient relevés en chignon, et elle portait un manteau. Ses yeux étaient doux, mais emplis d'émotion. « Grégory » dit-elle d'une voix chaleureuse. Je fouillai ma mémoire pour la reconnaître. Puis je me souvenus. C'était tante Marguerite, la sœur aînée de ma mère, que je n'avais rencontrée que quelques fois durant mon enfance. « Tante Marguerite » lançai-je, surpris. Elle acquiesça en souriant, mais ses yeux étaient rouges. « J'ai entendu ton discours, dit-elle. Je suis très fier de toi, Grégory. Mais je dois te raconter ce qui s'est passé à la fête d'anniversaire de Robert, après que tu sois parti. » Nous nous assîmes dans un coin tranquille du lieu de la conférence. Marguerite prit ma main, comme pour me donner de la force. Elle raconta qu'après que j'ai déchiré le titre de propriété et quitté la fête, l'ambiance dans le jardin était devenue lourde. Tout le monde était stupéfait. « Grégory, dit-elle, personne ne s'attendait à ce que tu ailles aussi loin. Une villa à 4 millions en cadeau pour Robert et Elena. Mais ce qui les a le plus choqués, c'est la façon dont tu es parti, sans pleurer, sans supplier, simplement la tête haute. » Elle expliqua que certains invités avaient commencé à chuchoter, critiquant mes parents adoptifs pour leur traitement injuste. Un vieil ami de mon père, Georges, lui avait dit sans détour : « Robert, tu as perdu un fils incroyable. » Julien et Léa, poursuivit Marguerite, avaient d'abord fait comme si de rien n'était. Ils avaient ri, disant que je faisais juste une scène. Mais quand certains parents étaient partis plus tôt, ne voulant pas assister à cette farce, les frères et sœurs se sont tus. Léa semblait coupable, raconta Marguerite. Elle s'était assise seule dans un coin, sans prononcer un mot. Julien avait essayé de paraître confiant, mais il avait trop bu, comme pour oublier quelque chose. Mon père, Robert, n'avait plus parlé le reste de la fête. Il était resté assis à la table principale, fixant les morceaux déchirés du titre par terre, le regard vide. Marguerite ajouta qu'en partant, elle l'avait vu ramasser chaque morceau et les mettre dans sa poche. En entendant le récit de Marguerite, une vague d'émotion m'envahit. Je ne savais pas quoi ressentir, douleur, colère ou simplement vide. « Tu penses qu'il regrette ?» demandai-je, la voix tremblante. Marguerite soupira, serrant ma main. « Je crois que oui, Grégory, mais ils sont trop fiers pour l'admettre. Elena ne parle jamais de toi avec moi, mais je sais qu'elle lit tous les articles qui parlent de toi. Robert a beaucoup vieilli depuis cette nuit-là. Je pense qu'il sait qu'il a fait une erreur, mais il ne sait pas comment réparer les choses. » Je restai silencieux, regardant par la fenêtre de la salle de conférence. La lumière du soleil filtrait à travers les grandes fenêtres. Je n'étais pas en colère contre mes parents adoptifs. Pas vraiment. J'étais juste triste. Triste que nous aurions pu avoir une histoire différente s'ils m'avaient aimé comme un vrai fils. Mais je me sentais aussi reconnaissant envers Marguerite. « Merci, tante Marguerite, dis-je en souriant. Je vais bien, vraiment. » Elle me serra dans ses bras, et pour la première fois depuis des années, j'ai senti un peu de chaleur venant de quelqu'un de ma famille adoptive. Après notre rencontre, je suis retourné à Lyon, poursuivant mon chemin. Je n'ai pas essayé de contacter mes parents adoptifs, ni Julien ou Léa. Je n'avais pas besoin de leurs regrets ni de leurs excuses. J'avais trouvé la liberté pas en fuyant le passé, mais en l'affrontant et en le laissant partir. Dans les mois qui suivirent, parallèlement à la thérapie, je trouvais un nouveau but en aidant les autres. J'ai commencé à m'impliquer dans des œuvres caritatives, me concentrant sur le soutien aux enfants pupilles de l'État et aux familles en difficulté. J'ai créé une organisation à but non lucratif appelée Chemin d'avenir, inspirée de mon propre parcours, un chemin vers la lumière malgré un début dans l'obscurité.
La fondation offre des bourses aux orphelins, finance des cours de développement des compétences et construit des centres communautaires dans des zones défavorisées. Lors de ma première visite dans un centre de la région et de Lyon, j'ai rencontré un garçon de 12 ans nommé Miguel, maigre, aux yeux timides mais brillants, qui s'illuminait en parlant de son rêve de devenir ingénieur. Je me suis assis avec lui, écoutant son histoire, une mère célibataire qui travaillait comme femme de ménage et comment il avait appris à programmer sur un vieil ordinateur de la bibliothèque. Je me suis vu en Miguel, un enfant aspirant à surmonter ses conditions. Je lui ai accordé une bourse et promis de suivre ses progrès. Quand Miguel m'a embrassé en murmurant « Merci, monsieur », j'ai ressenti une joie qu'aucun argent ne pourrait acheter. Le travail caritatif n'a pas seulement aidé les autres, il m'a guéri. Chaque fois que je rencontrais un enfant pupille de l'État, chaque fois que je voyais l'espoir dans ses yeux, je me rappelais que je n'étais pas seul. J'avais trouvé ma famille. Pas en Provence, mais parmi les personnes que j'aidais, dans mon équipe chez Saint-Croverte, parmi des amis comme Carlos, qui avaient été à mes côtés dans les jours les plus sombres. J'ai commencé à ralentir, à apprécier les petits moments, une course matinale au bord du fleuve, un café chaud au bureau, un appel vidéo avec Carlos et sa mère en Espagne. J'ai appris à m'aimer non pas pour le succès ou la reconnaissance, mais en acceptant que j'avais donné le meilleur de moi-même. Et pour moi, cela suffisait déjà. Je n'avais plus besoin de l'attention ou de la validation de mes parents adoptifs. Voici l'histoire de ma vie. Un parcours d'abandon et d'aide sociale, à travers des années de blessures dans ma famille adoptive, jusqu'au combat pour survivre et, finalement, à la liberté que j'ai trouvée en moi-même. J'espère que mon histoire résonnera en vous peut-être comme une étincelle de motivation pour que vous puissiez vous élever avec confiance dans vos propres vies. Et je vous souhaite le courage d'affronter votre passé, la force de traverser la douleur et la foi de croire que la lumière attend toujours au bout du chemin si seulement vous continuez à avancer. Commentaire Madame Reddit. Cette histoire est un rappel puissant que le succès seul ne guérit pas les blessures anciennes. Le parcours de Grégory montre que, peu importe à quel point on avance ou ce qu'on conquiert, la douleur du passé peut rester présente, et c'est normal. Guérir, ce n'est pas oublier ou faire semblant que tout est parfait. C'est affronter la douleur, se pardonner soi-même et trouver la paix intérieure. Ce qui m'a le plus touché, c'est que, malgré tout le rejet et la trahison, Grégory a choisi de construire sa propre famille, à travers la bonté, la charité et les personnes qui ont été à ses côtés. Voilà la vraie force. Si vous regardez et portez des cicatrices émotionnelles, sachez que votre histoire n'est pas terminée. Vous pouvez trouver votre propre lumière, même après l'obscurité. Continuez à avancer, continuez à croire, et n'ayez pas peur de demander de l'aide quand vous en aurez besoin. Merci d'avoir suivi cette histoire. J'espère qu'elle vous inspirera autant qu'elle m'a inspiré.